une ce soir, 2 cas confirmés de coronavirus enregistrés au Cameroun. Le ministre de la Santé publique en a fait l'annonce ce vendredi. Un Français arrivé au Cameroun en février dernier est pris en charge en ce moment à l'hôpital central de Yaoundé. La nouvelle a plongé la capitale dans une sorte de psychose. Nous irons sur place en parler avec les populations et nous écouterons également le ministre de la Santé publique. Occasion également pour nous de repasser en revue le dispositif sécuritaire mis en place dans notre pays pour contrer cette maladie. Dans l'actualité également ce soir, le corps électoral pour les élections législatives partielles convoquées pour le 22 mars prochain. Les électeurs concernés par les 11 circonscriptions électorales où le scrutin a été annulé devront à nouveau choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale pour le nord-ouest et le sud-ouest. La campagne électorale s'ouvre demain et nous faisons le point avec Patrick Christian Dobor qui sera avec nous ici en plateau sur les enjeux de cette élection partielle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50 et nous ouvrons ce journal par Yaoundé pour parler justement de ces 2 cas confirmés de coronavirus. Annonce du ministre de la Santé publique cet après-midi. On s'en va à Yaoundé tout de suite retrouver Alain Ghislain Kanga. Bonsoir. Kaltipio, bonsoir à tous. L'épidémie du coronavirus souffle désormais au Cameroun. 2 cas signalés dans la capitale de Yaoundé. L'annonce a été faite ce jour à travers 2 communiqués rendus publics ce jour par le ministre de la Santé publique. Et les malades sont pris en charge à l'hôpital central de Yaoundé. On voit cela Karen Mezatachouya et Serge Alain Zébou. Le Cameroun a ses tout premiers cas de coronavirus. Le premier est un patient âgé de 58 ans, citoyen français, actuellement en isolement dans le centre de prise en charge de l'hôpital central de Yaoundé, où il reçoit des soins appropriés, tels que précisés dans le communiqué du ministre de la Santé publique. 3 jours après son arrivée au pays, le 24 février dernier, il a développé des signes de la maladie. Le mécanisme de traçage de ses contacts a été déclenché. Des équipes ont été dépêchées d'urgence pour désinfecter tous les lieux où il a séjourné. Un travail qui a permis de détecter un autre cas, tel que confirmé par cet autre communiqué signé des mains du patron de la santé publique cet après-midi. Il s'agit cette fois-ci d'une citoyenne camerounaise qui a été en contact étroit avec le premier sujet. Elle aussi reçoit des soins en isolement à l'hôpital central de Yaoundé, dans le respect des règles d'hygiène telles que recommandées. Nous n'avons pas pu avoir accès à l'endroit exact où ils sont pris en charge, malgré toutes nos tentatives. Ici, c'est motus et bouche cousue, pas moyen d'en apprendre plus pour le moment. Le système de riposte est en marche. Pour se mettre à l'abri, il est important d'appliquer les mesures standards d'hygiène, telles que se laver les mains à l'eau propre coulante et au savon, ou avec une solution hydroalcoolique. Se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir ou utiliser un pli du coude quand on tousse ou éternue. Il est également conseillé de bien cuire la viande et tous les autres aliments avant de les consommer. Éviter tout contact étroit avec une personne présentant des symptômes de la grippe. Ne pas entrer en contact étroit avec les animaux sauvages ou d'élevage, entre autres. En cas de symptômes comme la fièvre, la fatigue ou une toux sèche, porter un masque et appeler immédiatement le 1510, numéro vert gratuit. Et dans le volet préventif, le ministre de la Santé publique se montre plutôt très actif. Manaouda Malachi s'est rendu ce jour au port autonome de Douala pour apprécier le dispositif sécuritaire. On voit cela avec Mireille Flore des Fofotso et Marouk Kwesso. Un cas confirmé de coronavirus au Cameroun, le ministre de la Santé publique rassure. Effectivement, je voudrais confirmer que nous avons malheureusement, depuis hier dans la nuit, un cas confirmé de coronavirus. Il s'agit d'une personne de nationalité française arrivée dans notre pays le 24 et qui a commencé à très mal se sentir
le 27 et puis il a été pris en charge. Donc en réalité, nous sommes dans cette phase, nous n'avons qu'un seul cas. Manawuda Malachi est arrivé à Douala pour prendre connaissance du dispositif mis en place pour la riposte. Après l'aéroport international de Douala hier, le port autonome ce jour. Ici, une salle d'isolement est aménagée. Également des choses, des combinaisons à usage multiple, des combinaisons à usage unique éventuellement lorsqu'il y a un cas ou bien une situation de passage dans un pays à risque. Nous avons des gants, nous avons des masques, des lunettes de protection, des calottes. Et aux sorties du navire, ils vont transiter par le box de décontamination pour décontaminer tous ces équipements avant de les jeter dans un sachet plastique contenu dans une poubelle à pied. Même dispositif à l'hôpital Lakentili de Douala, tout est mis en place pour prendre en charge des cas de contamination du coronavirus. Vu l'impact économique que crée cette épidémie, il était important pour lui d'échanger avec les opérateurs économiques de la ville. Nous ne sommes pas encore dans cette logique de restriction. Et vous savez que dès le départ, il y a des pays qui ont pris des mesures drastiques de restriction des déplacements. Mais nous avons vu des directives de l'OMS. Et l'OMS nous avait dit qu'il n'était pas encore au niveau de conseiller au pays de fermer ou de restreindre certains déplacements. Et donc nous avons suivi ces directives. Et pour le moment, il n'est pas question encore de restreindre les déplacements. Pour nos compatriotes qui veulent voyager, on leur déconseille, si ce n'est pas trop, n'est-ce pas, indispensable, on leur déconseille d'aller dans cette direction. Le ministre annonce une conférence de presse demain 7 mars au ministère de la Santé à Yaoundé dès 11h pour édifier l'opinion sur toutes leurs préoccupations en ce qui concerne ce cas confirmé au Cameroun. Mais en attendant, un numéro d'appel est mis à leur disposition. Il s'agit du 1510 pour toute autre préoccupation. Et ce dispositif sécuritaire est présent aux portes et sorties, aux portes de l'entrée, de sortie du pays. Et vous le savez également dans les formations sanitaires impliquées dans la prise en charge des patients. Karel Mezatachoya revisite pour nous ce soir ce dispositif sécuritaire dans ce reportage. Depuis la découverte d'un nouveau coronavirus le 31 décembre 2019 en Chine, le gouvernement a mis sur pied une batterie de mesures pour faire face à l'épidémie. Il y a un dispositif spécial dans les aéroports, comme c'est le cas à Yaoundé-Simalène, où les passagers sont soumis au screening avec le thermoflash et la caméra thermique avant de se faire désinfecter. À la sortie du tunnel, nous avons 2 personnes qui screenent avec les thermoflash, ils prennent les températures et après cela, nous avons une deuxième personne avec la caméra thermique qui screen encore pour la deuxième fois et ça nous donne beaucoup plus de marge en termes d'appréciation, n'est-ce pas, de l'état de passager qui arrive. La surveillance épidémiologique a été renforcée sur le triangle national et particulièrement au point d'entrée et aux frontières. Renforcer les capacités du personnel qui est sur place pour pouvoir détecter rapidement et précocement un premier cas éventuel pour assurer sa prise en charge rapide, de mettre à la disposition des différents postes de santé aux frontières le matériel nécessaire pour détecter le cas et pour la prise en charge rapide également, pour la protection des personnels de santé même qui sont chargés de prendre en charge ces cas-là, de mettre en place également des salles d'isolement au niveau des postes de santé aux frontières et de mettre à disposition des centres d'isolement dans les formations sanitaires des villes les plus à risque et également des centres de traitement. Sur le plan du diagnostic et de la prise en charge de cette maladie, le Centre Pasteur dispose des capacités techniques pour faire le diagnostic biologique de la maladie. Les réactifs sont disponibles. L'OMS a recommandé 2 types de tests pour le diagnostic du nouveau coronavirus. Il y a le protocole qui vient de Berlin et le protocole de Hong Kong. Donc le protocole de Berlin, nous l'avons reçu, il a déjà été mis en place. Nous avons d'ailleurs testé un échantillon de cas suspects qui venait de la Guinée équatoriale, qui heureusement s'est avéré négatif, qui montre bien que le protocole marche très bien. Donc je peux confirmer que le Centre Pasteur est prêt. S'il y a des cas suspects et que le prélèvement est envoyé au Centre Pasteur,
en moins de 24 heures, le résultat sera rendu. Le centre des opérations des urgences de santé publique aussi est en alerte. Autant de dispositifs qui ont permis de diagnostiquer ces tout premiers cas enregistrés au Cameroun ce 6 mars. Et depuis la confirmation de cette nouvelle, c'est la psychose au sein de la population. Beaucoup ont déjà opté pour le port du cache-nez comme méthode de protection contre cette maladie. On voit cela avec Delphine Foncoutene et Francis Kepnan. Le coronavirus est là, au Cameroun, et ça craint. La grande peur. Nous sommes stressés. C'est l'inquiétude totale. Je suis complètement désemparé et même déstabilisé. Même à l'heure actuelle, je suis en train de réfléchir comment faire pour quitter la course. Parce que c'est ici que je suis en train de réfléchir. Je suis vraiment effrayé. L'information, répandue comme une traînée de poudre depuis ce 6 mars, crée la psychose au sein de la population. On voit des pays bien développés, comment les gens sont éprouvés là-bas, il n'y a même pas moyen. Il y a eu des cas de mort et les médias en parlent. Plus de 150 morts en Italie et même aux États-Unis, ça donne froid dans le dos. Désormais, depuis ce matin, les cache-nez font mouche. En l'occurrence, ici à l'entrée de l'hôpital central de Yaoundé. On y retrouve de toutes les couleurs, de toute qualité. Seulement, les prix ont été revus à la hausse. Et ça fâche. Comment ils peuvent vendre le cache-nez à 200, puis qu'on vend à 100 francs, parfois même 50 francs. Maintenant, ils vendent à 200 francs. C'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est que dorénavant, il faut se protéger contre le Covid-21. Chacun y va de sa méthode. Il ne salue même pas la personne qui ne maîtrise pas maintenant. Éviter les embrassades du genre trop profond, un genre d'embrassade sur la bouche ou sur la joue. On porte le cache-nez à titre préventif. Tout le monde doit le faire. Même à acheter un liquide hydroalcoolisé pour pouvoir me laver les mains et me protéger des poussières et de toutes les particules. Personne n'étant à l'abri de cette maladie, et tout le monde l'a compris. Même la sœur connaît l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Parlons à présent du projet d'intégration sous-régionale. Le Cameroun et le Congo brillent par le bon exemple. Eh bien, la première partie de transfrontalière de Wesso Sangmelima a été réceptionnée ce vendredi à Soaké, au Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, en procédant à l'inauguration de cette infrastructure, attend impatiemment la livraison de la partie camerounaise pour relier Brazzaville à Yaoundé. Les précisions avec Brand Kamga et Samuel Bonis. Par ce geste, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ouvre officiellement la circulation entre Wesso et la frontière Cameroun-Congo-Antam dans la région de l'Est. L'inauguration de l'Ars Sembentam ce 6 mars à Soanké, dans le département de la Sanga, marque la fin de la contribution de la partie congolaise à la construction de la transfrontalière Wesso-Sangmelima. Très bientôt, nous aurons une route qui va relier ces deux grands ports, Pointe-Noire, Brazzaville, Wesso, Sangmelima, Yaoundé et Douala. À ce moment-là, ce sera mission accomplie. 378 km sur 700 sont ainsi livrés. Le Cameroun, représenté par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi, est appelé à tout mettre en œuvre pour livrer ces 322 km entre Ntam et Sangmelima d'ici la fin d'année 2020. Les travaux ont bien repris entre Sangmelima et Bikoula, entre Bikoula et Djoum. Ils sont achevés entre Djoum et Ntam. Nous sommes là en Ntam parce que Mintam et Lélé aussi en cours et Lélé Ntam en cours. Et je suis d'autant plus satisfait que la mobilisation est effective de la part des entreprises. Il est fort à parier qu'en fin d'année, nous pourrons partir facilement de Yaoundé à Brazzaville sur une route bitumée avec les normes d'une route sous-régionale dans d'un corridor. Cette route, qui fait partie du corridor Brazzaville-Yaoundé, est un grand projet intégrateur financé par les gouvernements camerounais et congolais avec le soutien des banques islamiques, africaines de développement et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les œuvres de Huawei au Cameroun résumées dans un film intitulé In Cameroon for Cameroon. Le micro-documentaire a été diffusé hier dans le temps d'une cérémonie rehaussée par plusieurs personnalités. On voit cela avec Delphine Foncoutene et Serge Alain Zébou.
C'est l'histoire de deux jeunes amis amoureux du ballon rond et vivant en zone rurale que le destin a éloignés. L'un étant appelé à poursuivre son rêve de footballeur dans un autre continent à des kilomètres de l'autre. Perdus de vue, ils finissent par se revoir virtuellement grâce aux technologies de l'information et de la communication. In Cameroon for Cameroon, le tout premier film réalisé dans un village de Bafia dans le Bas-Méinoubou, région du centre, par l'entreprise Huawei. La jeunesse pourrait réaliser leurs valeurs sociales et économiques pour avoir une meilleure accès à l'emploi qui est dans ce film. Il est devenu un ingénieur de Camtel pour rendre service à ses clients. Ce premier film d'entreprise, présenté ce 5 mars à Yaoundé, met en scène les œuvres de cette entreprise au Cameroun, notamment dans le cadre du projet d'alimentation de 1000 localités à travers la centrale photovoltaïque dont on est rendu à la 3e phase. C'est pratiquement 12 330 ménages qui sont actuellement alimentés par ce système. Présent au Cameroun depuis 2005, Huawei contribue à faire du Cameroun le hub numérique de l'Afrique centrale. Nous fournissons déjà des services Internet de grande capacité à la République du Tchad via notre dorsale nationale à fibre optique. De même que nous interconnectons la Guinée équatoriale à l'international à travers nos câbles sous-marins. Dans ce climat de célébration, les meilleurs de la finale nationale Huawei ICT Competition 2019-2020 sont également récompensés. Le premier prix attribué à ces 3 étudiants de l'université de Douala. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain Gislan. Et la suite, c'est en politique, effectivement, avec, je vous le disais en titre, le président de la République qui a convoqué le corps électoral pour les élections législatives partielles dans 11 circonscriptions électorales des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et pour en parler, nous recevons ici en plateau notre analyste et chroniqueur du service politique de Canal 2 International, Patrick Christian Dobo. Bonsoir. Bonsoir Michael Kipcho, madame, monsieur, bonsoir. Cette convocation du corps électoral est-elle surprenante? Écoutez, nous sommes dans une posture où certains verraient le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Ce qui est certain, c'est que depuis l'annulation de ce scrutin dans les 11 circonscriptions, 10 dans la région du nord-ouest et 1 dans la région du sud-ouest par le Conseil constitutionnel, d'après les dispositifs de la loi en vigueur autour de ce scrutin-là, le corps électoral devrait être convoqué 20 jours au moins après cette décision et 40 au plus. Et je vous sais fin limier en matière de calcul et de mathématiques, tout comme ceux qui sont impliqués dans ces questions électorales. Si on fait le décompte, on se rend bien compte qu'on est dans le juste milieu. À peine une trentaine de jours, si le corps électoral convoqué ce jour par décret du président de la République est appelé le 22 mars prochain, on est donc dans les délais. Et quand on sait qu'en matière électorale et de convocation du corps, on a souvent été dans les délais se référant au décret habituel du chef de l'État, on a lieu de ne pas être surpris, mais de dire aussi que peut-être l'enjeu de l'accélération de ce processus et de ce marathon électoral dans lequel le pays est plongé depuis 2018 a sans doute pesé pour que nous ne soyons pas dans des délais et des attentes un peu plus longues. Et au regard justement des raisons qui ont milité à l'annulation de ce scrutin, Patrick Christian d'abord, à quoi peut-on s'attendre lors de ce scrutin partiel? Écoutez, si on se tient au recul qui étaient soumis à cette institution, les 11 du SDF, qui, pour la plupart, dans la grande majorité, avaient comme grief le fait d'avoir déplacé un certain nombre de bureaux et donc forcément de n'avoir pas donné du temps aux électeurs de s'approprier les nouvelles localisations de ces bureaux-là et aussi les questions sécuritaires. On peut donc s'interroger sur la capacité à le faire cette fois-ci dans des zones reculées et des zones qu'on connaît parfois sous l'emprise des questions d'insécurité, la capacité à le faire, cette organisation-là, avec soit la sécurisation de ces localités, soit en informant
davantage le maximum d'électeurs pour ce qui est des bureaux qui seraient éventuellement délocalisés. On peut donc s'interroger sur cet aspect-là, mais aussi sur l'aspect pratique de cette organisation. Et l'ECAM devra rempiler, sans doute donner des arguments supplémentaires en termes de crédibilisation de ce scrutin pour que les autres acteurs, il n'y a pas que le SIF, les autres acteurs impliqués ou qui vont concourir pour cette élection partielle soit à même de dire que le processus est au moins acceptable jusqu'au bout de l'institution. Au-delà de l'aspect organisationnel que vous évoquez, il y a un enjeu politique également. Oui, effectivement. On a abondamment évoqué le taux de participation. Quand on sait qu'en temps normal, dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations ont véritablement cette culture de la participation au scrutin, on a vu que ça n'était pas l'engouement qu'on a connu dans des périodes d'accalmie. Donc il y a cet enjeu à travers le taux de participation qu'il va falloir scruter. Est-ce que ce report et cette campagne qui s'ouvre demain, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, si le corps est convoqué le 22, 2 semaines de campagne, forcément c'est demain l'ouverture de la campagne pour ce scrutin partiel. Est-ce que donc les électeurs vont davantage se mobiliser? Seront-ils dans leur esprit, dans les comportements, se sentiront-ils sécurisés pour y aller? C'est une question qu'on peut poser. On peut poser aussi la question même de l'implication des forces de défense et de sécurité. On a d'ailleurs vu le chef de la région militaire interarmée, en visitant les troupes dans ces parties du pays, notamment le nord-ouest, fixer comme cap aux troupes de sécuriser effectivement la région pour que le scrutin éventuellement puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et puis enfin, il y a que pour une formation comme le SIF, peut-être encore un peu plus que les autres formations, il s'agira de glaner ou tout au moins de confirmer que c'est un fief qui lui est acquis, comme cela a été le cas dans le passé. Et avec l'enjeu éventuellement au sortir de ce scrutin pour le SIF, de confirmer son habitude d'avoir un groupe parlementaire en essayant de grappiller au maximum les sièges dans ces régions-là. Il y a d'autres enjeux, mais on peut citer cela comme étant les enjeux majeurs. Merci Patrick Christian Dobo pour ces explications. Et on va poursuivre en politique avec l'élection des maires des villes au Cameroun. Et le 14e est finalement connu. Il s'appelle Sali Babani, qui prend les clés de la ville de Maroua après 3 jours de tractation, 2 reports ordonnés par le préfet du Diamaré. Des voix s'élèvent néanmoins encore de ce côté pour dénoncer des tripatouillages en pointant du doigt le Front pour le salut national du Cameroun. Le reportage de Lil Piedjou et Aminou Aliou. C'est un accouchement difficile que vient de vivre la ville de Maroua dans la région de l'extrême nord. 3 jours de travaux ponctués d'accusations de fraudes électorales, d'irrégularités, de contestations et de renforts. Finalement, l'enfant naît jeudi soir aux environs de 20 h. Le nom, Dr Sali Babani. C'est lui, le tout nouveau maire de la ville de Maroua. Le candidat RDPC. Il a déjà une vision pour les 5 prochaines années. Nous avons une vision pour la ville de Maroua. Cette vision sera calquée, bien évidemment, sur la loi cadre portant sur la décentralisation. Ce sera notre boussole. Et vous pouvez me croire, la joie qui m'anime en ce moment, qui est immense, je laisse passer ce temps d'émotion et nous nous retrouverons pour dérouler ce que nous allons faire pour notre ville, sous la clairvoyance du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Même si au sein du RDPC l'heure est au triomphe, il reste tout de même que cette élection a suscité la colère du mandataire du FSNC, de Issa Tirouma Bakari, qui évoque des tripatouillages. Ses conseillers ont dû claquer la porte. Nous sommes allés aux élections, tel que le texte le dit, on a dépouillé, il y a eu 105 électeurs dans la salle. Et les 105 ont voté. Le texte a bel et bien dit. L'élection est valable lorsque une partie a la majorité absolue de suffrages exprimés. Et les suffrages exprimés sont ces 105 suffrages. Ils ont exprimé leur devoir, ils ont voté. Il y a eu 7 bulletins nuls. Et lorsque ce suffrage devait être valable, la majorité absolue, il fallait que le parti ait 53 bulletins. Ils ont eu 50. Donc, ils n'ont pas la majorité absolue.
Ils ont 50 qui devaient avoir un deuxième tour. Mais ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne tiennent pas compte de ces bulletins nuls. Donc nous, on a libéré la salle. Une situation qui, selon le préfet du Diamaré, traduit tout simplement le jeu politique. Ils ont commencé un processus et ils ont décidé de se retirer. C'est leur bon droit, nous sommes en politique. Ils voulaient certainement avoir la mairie de la ville. Et vous comprenez la déception quand vous regardez quand même le résultat. Vous comprenez qu'ils avaient bon espoir de gagner. Ça n'a pas été le cas. Et c'est leur droit de se retirer pour ne plus, parce que peut-être le problème des adjoints, l'élection des adjoints n'était pas plus important pour eux. Saliba Bani vient donc hors la liste des maires de la ville élus des anciennes communautés urbaines du Cameroun. Cependant, ici à Douala, sa première action sera de combattre l'incivisme et améliorer le patrimoine routier de la ville de Douala. C'est ce qui ressort des ambitions de Roger Mbassa Diné. Il les a dévoilées ce matin au cours de la passation de service à la communauté urbaine de Douala. Le nouvel exécutif municipal est donc en poste, comme nous le présente ce reportage d'Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Il a reçu de son prédécesseur le patrimoine foncier de la communauté urbaine de Douala, les clés du coffre-fort, les clés des 2 véhicules de fonction du chef de l'exécutif. Frissi Tonet a transmis la clé de la ville de Douala à Roger Mbassa Diné, qui prend officiellement fonction ce vendredi 6 mars 2019. Le nouveau chef de l'exécutif municipal peut librement entrer dans la ville dont la gestion lui a été confiée. Sa priorité étant d'améliorer la physionomie de la capitale économique qui a mal à son patrimoine routier. L'une des priorités sera d'améliorer la mobilité urbaine, faire en sorte que les routes soient déjà mieux entretenues au fur et à mesure, de manière à ce qu'il y ait moins d'embouteillages autant que possible. Mais la véritable solution aux embouteillages viendra avec les investissements nouveaux. Les routes actuelles ne sont pas suffisantes pour absorber le trafic qu'il y a dans la ville. Le préfet du Vouré, qui a présidé cette rencontre, a consigné sur le livre d'or des mots qui permettent de booster l'esprit et le moral de la nouvelle équipe. Pour atteindre les résultats escomptés, Roger Mbassa Diné espère la collaboration de tous les citoyens dont l'incivisme ne facilite pas le développement de la ville. C'est un problème extrêmement important. Nous allons nous y attaquer en évitant autant que possible la violence, mais en sensibilisant les citoyens. Peut-être aussi en faisant des investissements pour que, notamment, là où les benskins, les mototaxis obstruent les carrefours, qu'on puisse aménager un espace pour eux et qu'ils dégagent la chaussée pour que les voitures... Ce livre d'or, dont les premières signatures ont été consignées en 1966, porte également l'estampille du chef de l'État, le président Biya, qui signait le 21 septembre 1981 des mots en hommage à l'équipe en place. Roger Mbassa Diné est désormais en poste. Ses 4 adjoints aussi, des hommes et des femmes qui vont devoir travailler avec lui pour faire de Douala une ville dont il fait bon vivre. Toujours en politique, l'annonce a fait grand bruit hier à travers le continent. La décision du président de Côte d'Ivoire de ne pas briguer un 3e mandat surprend autant qu'elle questionne. Parmi les multiples interrogations qui accompagnent cette actualité figure en bonne place celle de la rareté des alternances sur le continent. Patrick Christian d'abord jette un regard ce soir sur quelques faits marquants de la carence justement d'alternance pacifique sur le continent africain. Comme une traînée de poudre, l'annonce du président ivoirien de ne pas se porter candidat à sa propre succession s'est répandue sur le continent avec très souvent des réactions élogieuses. La décision qu'on pourrait qualifier d'extraordinaire est en réalité le prototype d'un train qui arrive à l'heure et qui suscite pourtant une énorme surprise au sein des usagers. Au-delà de l'euphorie et des commentaires qui l'accompagnent, le caractère inédit et surprenant de cet acte est aussi révélateur de la carence des alternances pacifiques ou du renoncement volontaire des tenants du pouvoir dans le jeu démocratique en Afrique. La question de la peur des lendemains et du difficile détachement des privilèges revient fréquemment dans l'analyse du sujet. Une justification imputable à l'ivresse du pouvoir à laquelle il faut ajouter les mécanismes systémiques fonctionnels et la coloration culturelle qui transparaît dans les habitudes de gouvernance et les textes constitutionnels qui régissent l'accès ou le maintien au pouvoir en favorisant l'exercice ad vitam aeternam. Ce dernier aspect est devenu le champ de bataille politique dans plusieurs pays du continent lors des 3 dernières décennies.
À coup de modifications et de contre-modifications de la Constitution, la question de l'alternance est plus que jamais source de divergence dans le jeu démocratique sur le continent. Les Africains auraient-ils accepté les idées portées par la démocratie sans en épouser les exigences? La pertinence de la question fait également face aux accusations portées à l'endroit des puissances occidentales qui imposeraient depuis les indépendances des règles variables en la matière en fonction de leurs intérêts et des allégeances émanant de ces pouvoirs dans différents pays. À bien y regarder, la question de l'alternance serait comme l'arbre qui cache la forêt dans le débat profond de la structure démocratique en vigueur dans de nombreux pays africains. Les différentes facettes que le problème prend sur le continent, en fonction des zones linguistiques et de l'héritage colonial, en sont une parfaite illustration. Ils sont désormais au chômage et ne savent plus à quel sens se vouer. Il s'agit des commerçants du marché de récupération situé derrière le stade Fampo Dagobert dans l'arrondissement de Douala 2e. Déguerpis depuis les premières heures de cette matinée. Certains ont vu leurs marchandises détruites par les engins dans le cadre justement d'un litige foncier qui avait cours de ce côté. Yasset Rézotanon et Stéphane Bina. Les propriétaires essayent de prendre ce qui peut être encore serviable. Le marché de récupération derrière le stade Fampo Dagobert, dans l'arrondissement de Douala 2e, démoli ce vendredi aux premières heures de la matinée. On se croirait dans une décharge. C'est le chaos total et chacun crie à l'injustice. Qui peut poser à Dieu la question pourquoi il a créé les pauvres? Ils sont riches, donc nous devons aller mourir. Je ne sais pas où maintenant. Je vais partir où maintenant? Le souffle que je suis là, avec le gros pied, je ne marche même pas bien. Le pire va s'installer. C'est les enfants qui vont voler. Nous-mêmes, nous allons devenir les malhonnêtes. Nous avons des obligations à gérer. Nos familles ne comptent que sur ça. On est stupide que quelqu'un sort le matin à 4 h du matin, ça nous avait dit. Même au moins, hier, ils vont venir nous demander que s'il y a quelque chose d'important, ils prennent ça, ils gardent. Le projet de déguerpissement était quand même connu et a même fait l'objet d'un recours auprès de l'administration. C'est une histoire qui est allée jusqu'à la sous-préfecture. Ils nous ont sommé qu'il fallait qu'au plus tard, le 2 janvier, qu'on libère le site. Parce que le site appartenait à un certain groupe G20 qui ont acheté. Nous avions rencontré le maire, on a déposé les réquisitions auprès. On a saisi maintenant un avocat qui a demandé qu'on nous donne au moins 6 mois de préavis. Pour que dans les 6 mois, ce délai de 6 mois n'est même pas encore arrivé. Et on est surpris. Nous sommes surpris qu'aujourd'hui, avant qu'on arrive le matin, que tout est mis en bas. Le malaise est profond. Les déguerpis doivent se débrouiller pour trouver de quoi survivre et un autre endroit. Pire encore, peut-être pour certains, une autre activité, car désormais forcés au chômage. Vous vous souvenez certainement de ces 18 personnes internées au centre de santé intégré de Lokoti, c'est dans la région de l'Adamawa, pour avoir consommé de la viande de bœuf injectée à la pénicilline. Alors que de nouveaux cas surviennent et viennent d'être signalés, des questions se posent encore autour de l'origine de ce malaise qui tend à se généraliser dans la ville. La peur s'est emparée des habitants de Meganga. Dans la ville, justement, plusieurs versions s'affrontent autour de cette affaire. Le reportage d'Eric Guélé. Adama, la mère de Younoussa, est encore sous le choc. Son fils de 8 ans repose désormais à 2 mètres sous terre. C'est la première victime de la viande de bœuf préparée par ses soins. Tout est parti d'un veau malade injecté à la pénicilline, tué et consommé par la famille ainsi que le voisinage. Le berger a trouvé qu'un de nos veaux ne prenait plus bien le sein car malade. Il lui a fait une injection à base de pénicilline et l'a attaché à un piquet. Sauf que le lendemain matin, il a trouvé très mal en point, alors il a pris la décision d'abréger ses souffrances. Soumaï est l'infirmière qui les a accueillis à leur arrivée au centre de son Koti. Les toux faisaient la diarrhée, vomissement et ils font aussi la fièvre. On les a mis sur une voie de nuit. Il y a 13 personnes qui sont restées. Le chef de cette famille porte encore une échymose sur le visage, contractée pendant son évanouissement. Ses jours ne sont plus en danger. Je vis avec mes aînés et vous savez qu'en Afrique, lorsque vous en avez assez, il faut partager avec les voisins. Ma famille et moi avons donc consommé notre part. Quelque temps après, mes enfants ont commencé à vomir et faire de la diarrhée. Une autre version fait état sous Cap que ce veau a été mordu par un serpent, une espèce de naja réputée dans la zone.
Ce matin encore, 2 enfants ont été internés au centre de santé de Lokoti, qui a déjà reçu 14 cas lundi et 7 les jours suivants. Ils viennent de Gankombol et d'Aina, 2 villages situés dans l'arrondissement de Menganga. Nous avons l'habitude de donner la pénicilline à nouveau et c'est une pratique que nous avons héritée de nos parents. Une dizaine a rejoint les familles et des prières sont élevées pour qu'il n'y ait plus de victimes. Catastrophe naturelle à Baganté, une pluie d'une rare intensité a dévasté des biens, notamment des maisons d'habitation. Plusieurs familles désormais pour trouver un abri. Des cris de cœur sont lancés à l'endroit du gouvernement afin de trouver des solutions et même prévenir ce type de catastrophe à l'avenir. Monique Naosifoso et Siale Naga. Une dizaine de familles sans abri, des plantations dévastées et des produits agricoles ravagés. C'est le résultat d'une forte pluie qui s'est abattue sur le village Fengon, arrondissement de Baganté, département d'Undé. À première vue, presque toutes les maisons touchées sont des habitations faites en briques de terre et visiblement frappées par le poids de l'âge. 13h, 14h, 13h, 14h. Bon, j'étais juste, il y a eu ce vent qui se passait et ça a soulevé d'abord la première. C'était la toiture du grenier qui est en face de ma maison. Très tôt le matin, le préfet d'Undé, accompagné du sous-préfet et du maire de la commune de Baganté, se rendent sur les lieux. Le constat a permis d'établir qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle et qu'il est urgent de prendre des dispositions préventives avec la saison des pluies qui seront de retour dans les prochains jours. Appelés à passer la nuit à la Belle Étoile, les victimes en ont profité pour lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités. Je devais demander de l'aide à la mairie. Pardon, de m'aider, que la mairie puisse m'aider pour arranger la toiture et les pignons qui sont gâtés. Le préfet d'Undé invite les riverains à rester bantous en exerçant sans condition les formules classiques d'hospitalité afin de permettre aux victimes de trouver refuge le temps des travaux, en attendant l'appui éventuel des pouvoirs publics et des mécènes. Remercier les riverains qui ont fait montre d'une solidarité fraternelle en hébergeant, n'est-ce pas, ceux qui sont désormais devenus des sans domicile fixe. Des spécialistes sur le site signalent que le phénomène de réchauffement climatique laisse voir de plus en plus ce type de conséquences. Le mouvement Stand Up for Cameroun tient à clarifier les choses. Il ne boycotte pas la journée de la femme, comme certains le disent et l'ont laissé d'ailleurs penser depuis sa dernière sortie. Les femmes de ce mouvement, ainsi que celles du Mother for the Nations, appellent simplement leurs concitoyennes à se vêtir en noir pour exprimer leur solidarité envers les populations des différentes régions en crise le 8 mars prochain. Junior Ossin et Henri Chinda pour les précisions. Déjà près de 4 années que de nombreuses femmes et enfants sont victimes des violences de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Viols, harcèlement sexuel, discrimination et autres formes de violence physique et morale sont quotidiennement endurées par ces femmes coincées dans l'étau d'un conflit incontrôlable. On ne veut pas le vol, on ne veut pas qu'on tue nous tous. Dénonçant violemment ces atrocités de guerre, dont sont victimes les femmes du nord-ouest et du sud-ouest et celles de l'extrême nord, le mouvement Mother of the Nation et le mouvement Stand Up for Cameroun, loin de boycotter la 35e édition de la Journée internationale de la femme, appellent les femmes de tous bords à s'unir pour un 8 mars en noir. Ces drames nous interpellent directement et en tant que femmes camerounaises, nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et dire très haut et fort, ça suffit. Au cours d'un point de presse donné ce vendredi au siège du CPP, en présence de quelques femmes victimes des violences de guerre, les mécanismes de dénonciation sont exposés au public. Ne pas porter le pain du 8 mars, ne pas participer aux événements officiels.
Un week-end de lamentation et d'hommage, meublé par des prières qui se tiendront ce samedi 7 mars dès 10h30 à l'église presbytérienne de Bonabéry à Douala et le dimanche 8 mars à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala dès 10h30. Dans la même veine, la Fondation Canal 2 International au chevet des femmes déplacées internes au Cameroun. Elles ont passé cette journée de vendredi 6 mars avec leurs sœurs venues du nord-ouest et du sud-ouest et qui vivent dans la promiscuité, la précarité, la pauvreté extrême. Récit d'une journée de solidarité et de communion avec Monique Naosifoso et Thierry Nana. C'est dans cette maison, aux allures singulières, que les dames de la Fondation de Canal 2 International les ont retrouvées. Ce vendredi 6 mars 2020, nous sommes à Makepe-Misoke. Ici, plus de 300 personnes selon les chiffres de cet homme qui les héberge. Des femmes, des enfants en bas âge qui manquent presque de tout. Merci beaucoup à sa présidente fondatrice, Madame Tchatchen Colette. Tous mes remerciements vont à tous les staffs et plus particulièrement au chef de délégation qui accompagne Canal 2 ici. Le joie est vraiment immense. Joseph Wofford est comme le bon samaritain de la Bible. Il y a plus de 2 ans, il a secouru des filles dans une agence de voyage à Bamenda. Il les a ramenées à Douala et depuis, il ne cesse d'accueillir des personnes qui ont fui les combats dans cette partie du pays. Problème, il n'a pas les moyens pour les nourrir, d'où sa joie et son soulagement lorsqu'il trouve dans sa cour ce vendredi les dames de la Fondation Canal 2 International, mandatées par la présidente Colette Chatué, les mains pleines de cadeaux. De l'eau minérale, du riz, du maïs et autres céréales, des produits pharmaceutiques de premier secours, trousses de toilettes pour femmes, la Fondation Canal 2, le cœur sur la main, donne. On est là par amour. Pour cette célébration du 8 mars, nous nous sommes dit qu'il fallait venir célébrer le 8 mars avec nous. Nous sommes la Fondation et les femmes spécifiquement de Canal 2 International, par la voix de sa présidente fondatrice, Madame Colette Chatué, nous envoie comme pour dire on vient de toquer à la porte. Et c'est le moment pour nous de comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ces choses arrivent jusqu'à vous, comprendre qu'est-ce qu'il vous faut, quels sont les besoins réels. Vous savez qu'on ne peut pas venir frapper à la porte des gens les mains vides. We are together. The pains that you are having to receive all these people is the same pain that we are having because nobody is sure of tomorrow. Cameroon is one, but because of this little misunderstanding, things are going, we have ups and downs. Les femmes de la Fondation Canal 2 n'ont pas donné à manger et à boire. Elles ont pris du temps d'écouter, de communiquer et de réconforter leurs sœurs et ses enfants qui se sont retrouvés sans le vouloir à vivre loin de chez eux. From receiving gift from Canal 2 International, I want to tell you people that we are very happy for this kind gesture. It will really go a long way to help the internally displaced person, and may God reward you all. We are very happy to see this thing that people have come to give us this day. So we'll be happy for waiting where we don't can give. Anything where we don't can give. And we will be fine, and the party we fine. No, nothing there, we know the worry, and we will be peace. Cette journée de solidarité s'achève par une promesse, celle de revenir très vite pour être encore plus près de leurs sœurs déplacées internes. Les dames de la Fondation Canal 2 ont donc quitté micro, studio, bureau et caméra pour marquer cette 35e journée internationale de la femme, pour apporter du réconfort et du sourire aux autres femmes. Preuve ainsi que la chaîne verte est toujours plus près de ses téléspectateurs. Tout un événement. Et un autre pour le milieu culturel camerounais. Le Katios Nightclub a officiellement rouvert ses portes hier soir à Yaoundé. Le préfet du Foundi a inauguré cet espace devant de nombreux artistes qui ont répondu massivement présents. Et on voit cela avec Alain Ghislain Kanga et Constant Kanga. Le top départ vers une destination paradisiaque.
Le Catios Night Club brille de mille feux. La boîte de nuit, nouvelle version, a attiré du beau monde à l'occasion de la réouverture de ses portes à Yaoundé le 5 mars dernier. De sa nouvelle parure à la sonorisation et ses services, le Catios laisse les artistes sans voix. Quand on voit ce genre de choses, ça nous donne encore envie de revenir, de travailler pour pouvoir prouver que le Cameroun reste le Cameroun. C'est largement amélioré le cadre, le service, l'esprit quoi. Donc j'ai vraiment envie de revenir. Cet espace culturel, inauguré par le prophète Djumfoudi, a vu la présence du Gotha du milieu culturel camerounais. Le Catios se voit désormais comme un patrimoine touristique. Félicitations à M. Honoré qui a cet amour pour les artistes et parce que lui-même c'est un artiste et il essaie de mettre en relief ce qu'il a au fond de lui. Je m'en réjouis de ce que un établissement touristique de plus est non seulement né et créé, mais également vit, et lequel est une boîte de nuit dans la cité capitale. Dans ce nuage de lumière, une invitée spéciale, José, dans une séquence de mise en bouche d'un spectacle à venir. L'artiste ivoirienne se produira ici au Catios le 8 mars prochain pour célébrer la femme. Messieurs et dames, le moment de découvrir. On reste en culture. Annual Fashion Week à Abidjan pour parler de l'insertion de la jeune fille dans le secteur de la créativité. L'équipe de Annual Show y a montré son savoir-faire et surtout partagé ses bonnes pratiques. Le récit de Bertrand Quechouang. L'équipe de Annual Show Fashion Week, avec à sa tête Grégoire Piouelet, a assisté à la 14e édition d'Afrique Fashion Show, organisée du 28 au 29 février 2020 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, sous le thème « L'insertion socio-professionnelle de la jeune fille dans le secteur de la créativité ivoirienne ». Afrique Fashion est un événement majeur dans l'univers de la mode en Côte d'Ivoire. Et chaque année, mon équipe et moi nous appelons à ne pas trahir vos attentes et à vous offrir le meilleur. Le thème de cette 14e édition est insertion professionnelle de la jeune fille dans le secteur de la mode. Et à ce titre, nous avons obtenu une cinquantaine de machines à coudre auprès de nos partenaires, principalement de Côte d'Ivoire Énergie. On est à Abidjan, on est venu rendre hommage à notre amie, notre sœur Isabelle Hanno pour tout ce qu'elle fait. La présence de Annual Show, malgré que nous avons notre événement dans 3 semaines, a été quand même remarquée. Nous sommes ici avec Canada International et notre partenaire média. Et nous sommes venus également pour saluer nos créateurs qui viendront au Cameroun pour le prochain Annual Show. Afrique Fashion Show promeut la Côte d'Ivoire à travers l'art et la culture avec une ouverture sur le monde. Cette 14e édition était présidée par le ministre ivoirien du Tourisme. Afrique Fashion, c'est l'Afrique qui se retrouve, l'Afrique de la créativité, l'Afrique de la mode et l'Afrique des stylistes, pour montrer que nous avons cette opportunité avec l'Afrique. Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Ghana, du Togo et du Congo-Brazzaville, les stylistes ont su profiter du podium à eux offert par Afrique Fashion Show et du talent de l'égérie de Annual Show, Sandrine Jong. Je suis mannequin du Cameroun. C'est ma première participation au Afrique Fashion 14 et je suis très heureuse d'être là. Je suis habillée par Ange Dadi. C'est un créateur qui fait dans les cultures ivoiriennes. Des prestations qui annoncent les couleurs d'Annual Show Fashion Week 2020 prévues à Douala au Cameroun du 18 au 21 mars prochain. Et c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 19h50. Merci d'avoir suivi. Merci à la collaboration technique de Colin Swanchon et de notre stagiaire Samuel Bahia. Je vous souhaite passer une belle soirée sur notre antenne et à lundi, 19h50. Bonsoir.